Et si l'astéroïde qui a tué les dinosaures n'avait pas frappé la Terre? S'il ne l'avait pas fait, il est possible qu'ils soient encore en vie aujourd'hui. Si leur règne avait continué, les mammifères seraient sans doute restés petits, et il n'y aurait peut-être pas d'humains. Mais avant de discuter de ce à quoi ressemblerait le monde si les dinosaures n'avaient pas disparu, nous devons d'abord revenir sur le jour qui a soudainement changé l'histoire de la vie sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, un énorme astéroïde s'est écrasé sur une partie de la Terre qu'on appelle aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. On estime que son diamètre était d'environ 10 à 15 km. Il était plus grand que beaucoup de montagnes et se déplaçait à une vitesse incroyable avant de frapper la planète. Selon une étude publiée dans Nature, l'impact s'est produit au printemps dans l'hémisphère nord. Les scientifiques l'ont découvert après avoir mené des analyses. Les fossiles de poissons morts lors de la grande catastrophe portent sur leurs os des marques semblables aux cernes de croissance des arbres. Celles-ci ont révélé à quelle saison ils sont morts. Lorsque l'astéroïde a frappé, il n'a pas seulement percé le sol. Il a également créé un cratère d'environ 200 km de diamètre. En seulement quelques minutes, une énorme quantité de roches et d'eau de mer a fondu, s'est évaporée et a été projetée vers le haut. La chaleur près du site d'impact était suffisante pour brûler et tuer presque toute forme de vie aux alentours. Il y a également eu d'énormes tremblements de terre et des tsunamis. Dans les régions proches du golfe du Mexique, une vague gigantesque est arrivée, pendant que des roches et de la boue brûlante tombèrent encore du ciel. Mais ce n'est pas la première explosion qui est la principale raison de la disparition d'autant d'espèces. Le problème le plus grave, c'est l'endroit même où l'astéroïde a frappé. Le fond de la mer peu profonde du Yucatan contient beaucoup de roches riches en soufre. Quand l'astéroïde a frappé, une grande quantité de poussière, débris et composés soufrés est montée dans l'atmosphère, se répandant dans le monde entier et bloquant la lumière du Soleil. C'est comme si une épaisse couverture avait recouvert la planète. À cause du manque de lumière, le climat s'est rapidement refroidi. La photosynthèse de nombreuses plantes et de petits organismes marins s'est arrêtée ou a fortement diminué. Lorsque ceux-ci disparaissent, la nourriture des animaux qui en dépendent y disparaît également. Et à cause de cela, la chaîne alimentaire s'est effondrée à son tour. De nombreuses plantes sont mortes, les herbivores ont suivi. Puis les grands prédateurs ont aussi manqué de nourriture. On estime qu'environ les 3/4 de toutes les espèces sur Terre ont disparu. Cela inclut tous les dinosaures non aviens. Malgré cela, seuls les oiseaux, qui font également partie de la famille des dinosaures, ont survécu et la vie a continué jusqu'à aujourd'hui. En fait, nous avons encore des traces de cet événement. Dans différentes parties du monde, il existe de fines couches de roches contenant une grande quantité d'iridium. L'iridium est rare. On en trouve plus couramment dans certains astéroïdes qu'à la surface de la Terre. Cette couche est l'une des preuves les plus solides qu'un objet massif venu de l'espace a frappé la planète à cette époque. Mais il y a une question importante. Et si l'astéroïde était tombé ailleurs? Certaines études affirment que l'impact a eu un effet aussi important parce qu'il est tombé dans une région riche en roches contenant du soufre et du carbone. Si l'astéroïde était tombé dans une zone avec moins de ces matériaux, moins de particules auraient été projetées. Les dégâts auraient tout de même pu être graves. Mais cela n'aurait peut-être pas détruit tout l'écosystème de la planète. Cela ne veut pas dire non plus que tous les dinosaures auraient survécu si l'astéroïde était tombé dans une mer profonde. L'astéroïde restait immense et aurait causé de grands tsunamis, tremblements de terre et bouleversements climatiques, mais il se peut que moins de vies aient été perdues. Et si un nombre suffisant de dinosaures avaient survécu, ils auraient pu se reproduire à nouveau et rester les principaux animaux terrestres. Mais que se passerait-il s'il y avait des dinosaures vivants et qu'ils arrivaient jusqu'à notre époque? Avant de le découvrir, nous devons d'abord voir à quoi ressemblait le monde avant la catastrophe. En réalité, le monde d'autrefois n'était pas une planète pleine de volcans, de roches et de fumée. À la fin de la période du Crétacé, la Terre était plus chaude qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de calotte glaciaire permanente au pôle, et le niveau de la mer était plus élevé, recouvrant ainsi de vastes zones continentales de mer peu profondes. L'Amérique du Nord était également très différente de la carte d'aujourd'hui. Une grande mer la divisait autrefois en 2 parties. Autour d'elle, on trouvait rivières, marécages, plaines côtières et vastes forêts. Les dinosaures occupaient presque tous les environnements. Il y avait de petits dinosaures de la taille d'une poule. Il y avait des prédateurs rapides. Il y avait des dinosaures avec des becs, des cornes, des armures et de longs coups. Et il y avait des espèces encore plus lourdes que certains éléphants modernes.
L'un des endroits les plus importants qui nous donne une image claire de cette époque est la formation de Hell Creek. C'est une vaste formation rocheuse située dans certaines parties du Montana, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et du Wyoming. Les roches ici se sont formées à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 66 à 66 millions d'années. De nombreux fossiles ici proviennent de la toute dernière époque avant la chute de l'astéroïde. C'est ici que certains des dinosaures les plus célèbres de l'histoire ont vécu. Cela inclut le Tyrannosaurus rex. Un T-Rex adulte pouvait atteindre environ 12 mètres de long. Il avait une très grande tête, des os épais, des mâchoires puissantes et des dents acérées capables de broyer la chair et les os. Sa force n'était pas sa seule arme. Les yeux du T-Rex étaient orientés vers l'avant. Grâce à cela, ses deux yeux pouvaient avoir une même cible, sous des angles différents. Cela l'aidait à estimer la distance d'un animal pendant qu'il chassait. Selon l'étude de Ken Stevens, il est possible que la vision du T-Rex ait été très nette et que sa vision binoculaire ait été plus large que celle de nombreux prédateurs modernes. Mais la distance exacte et la netteté de sa vision ne sont qu'une estimation basée sur la forme de son crâne et une comparaison avec des animaux vivants. Cela signifie que ce n'est pas vrai, comme on le montre souvent dans les films, qu'il ne peut pas te voir si tu ne bouges pas. Il est très probable qu'il puisse clairement voir un animal qui court ainsi qu'une personne debout. Mais il ne poursuivait pas non plus n'importe quelle proie. L'un des plus grands herbivores de la région était le Triceratops. Il pouvait atteindre près de 9 mètres de long. Il avait une grande collerette osseuse à l'arrière de la tête et 3 cornes qu'il pouvait utiliser contre les prédateurs. Ce n'était pas une simple proie lente pour le T-Rex. C'était un animal lourd et dangereux, capable de se défendre. Dans ce monde, chaque grand prédateur était entouré de proies qui avaient aussi leurs propres moyens de défense. Certains avaient des cornes, d'autres une armure, ou misément sur leur vitesse, leur force ou la vie en groupe. Ce monde a soudain disparu. Mais si l'astéroïde était tombé ailleurs, s'il n'avait pas frappé la partie riche en soufre du Yucatan, ce combat aurait peut-être continué pendant des millions d'années. Dès lors, il se peut qu'une Terre se soit formée sans jamais devenir le monde des humains. Quoi qu'il en soit. Dans un monde où les dinosaures n'ont pas disparu, il n'y a pas que le Tyrannosaurus rex qui continue de régner. Il y a encore plus de grands herbivores, surtout les Triceratops. Dans certaines parties de la formation de Hell Creek, c'est l'un des grands dinosaures les plus fréquemment trouvés. Cela suggère qu'ils étaient peut-être nombreux dans les plaines et forêts d'Amérique du Nord. Mais nous ne savons pas s'ils formaient d'immenses troupeaux comme les bisons modernes. Il est difficile de connaître le comportement d'un animal uniquement à partir de fossiles. Ce qui est certain, c'est qu'approcher le Triceratops n'était pas simple. Il pouvait atteindre près de 9 mètres de long et peser plusieurs tonnes. Il avait 2 longues cornes au-dessus des yeux. Une corne plus courte sur le nez et une grande collerette rigide à l'arrière de la tête. Si un T-Rex essayait de l'attaquer, il n'est pas certain que le prédateur gagnerait. Un simple faux mouvement et la corne pouvait transpercer le corps de l'attaquant. Le Triceratops vivait aussi avec l'Edmontosaurus, un grand hadrosaure ou dinosaure à bec de canard. Sa bouche ne ressemblait pas vraiment à un bec de canard. Seule la partie avant était large. À l'intérieur de sa mâchoire, il y avait des centaines de dents alignées, qui étaient continuellement remplacées au fur et à mesure qu'elles s'usaient. C'était comme s'il avait sa propre machine à broyer naturelle. Il utilisait ses dents pour broyer les feuilles, les branches et d'autres plantes dures. Grâce à cela, il était très efficace pour manger de nombreux types de végétation. Dans le ciel, il y avait aussi des ptérosaures. Il est important de préciser que les ptérosaures n'étaient pas des dinosaures. Ce sont des reptiles volants qui étaient d'entre des proches parents des dinosaures, mais ils appartenaient à un autre groupe. Ils ont vécu en même temps que les dinosaures pendant des millions d'années. L'un des plus grands était le Quetzalcoatlus. On estime que son envergure atteignait environ 10 à 11 mètres. Lorsqu'il se tenait debout, il pouvait être presque aussi grand qu'une girafe, mais comme ses os étaient fins et légers, il était plus léger qu'il n'y paraissait. Pour un animal aussi grand, ce n'était pas non plus un simple oiseau géant. Il n'avait pas de plumes sur ses ailes. Ses ailes étaient faites d'une membrane fine mais solide, attachée à son très long 4e doigt. Il est possible qu'il cherchait de petits animaux au sol, un peu comme la façon dont les grandes cigognes marchent et cherchent de la nourriture aujourd'hui. Mais de nombreux aspects de sa vie restent incertains, car les fossiles découverts sont limités. Sous tous ces géants, les mammifères étaient déjà présents. Ils n'ont pas soudainement apparu après la disparition des dinosaures.
Les deux groupes ont coexisté pendant plus de 150 millions d'années. La plupart des mammifères de la période du Crétacé étaient en petits. Beaucoup étaient de la taille d'un rat, d'une souris ou d'un petit chat. Il y en avait aussi quelques-uns plus grands, comme le Repenomamus, qui pouvait atteindre la taille d'un blaireau. Ils ne se nourrissaient pas uniquement d'insectes. Il existe même un fossile qui montre un petit dinosaure à l'intérieur de l'estomac d'un Repenomamus. Cela signifie que les anciens mammifères n'étaient ni faibles ni inutiles. Leur problème, c'est que de nombreuses places étaient déjà occupées par les dinosaures. Quand on cherchait un grand herbivore, les hadrosaures et dinosaures à cornes existaient déjà. Pour un grand prédateur, les ptéropodes étaient déjà là. Dans la mer vivaient de grands reptiles, dans les airs, oiseaux et ptérosaures. Beaucoup de mammifères devaient donc rester discrets. Ils pouvaient facilement se cacher dans des terriers, des arbres, des rochers et une végétation dense. Beaucoup étaient aussi probablement actifs la nuit lorsque les grands dinosaures étaient moins actifs. C'est ici que nous devons corriger une vieille croyance. Les dinosaures n'ont pas disparu parce qu'ils étaient nés faibles, lents ou incapables de s'adapter. Ils n'étaient pas non plus de simples géants reptiles attendant d'être remplacés par des mammifères plus intelligents. En fait, les dinosaures ont eu énormément de succès. Ils ont régné sur différentes parties du monde pendant plus de 160 millions d'années. Ils comptaient parmi eux de petits chasseurs, des herbivores cuirassés, des géants au long cou, des dinosaures à cornes et des espèces à plumes. Leur corps et leur mode de vie n'étaient pas non plus identiques. Certains ptéropodes et sauropodes avaient un système de reproduction ressemblant à celui des oiseaux. Ils possédaient des sacs aériens reliés à leurs poumons qui pénétraient également dans certains os. Grâce à cela, l'air circulait efficacement dans leur corps. Les sacs aériens aident également à alléger leurs gros os. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains sauropodes ont pu avoir un cou très long et un corps immense. Mais cela ne signifie pas que tous les dinosaures avaient le même système de reproduction. Les preuves sont plus claires chez les ptéropodes et les sauropodes que chez les autres groupes. De nombreux dinosaures grandissaient vite. Ils pondaient des œufs, donc ils n'avaient pas à porter longtemps les petits en développement à l'intérieur de leur corps. Ils pouvaient aussi pondre beaucoup d'œufs, même si tous les petits ne survivaient pas jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce temps, les grands mammifères ont généralement moins de petits. La gestation et les soins apportés à chaque progéniture durent également longtemps. Donc si l'astéroïde n'avait pas frappé, rien ne garantissait que les mammifères auraient rapidement remplacé les dinosaures. Mais même s'ils ont survécu, cela ne veut pas dire que la Terre serait restée la même. Les continents continueraient de bouger, le climat continuerait aussi de changer. De nouvelles montagnes, mers, plantes et écosystèmes se formeraient. L'Antarctique se séparerait progressivement de l'Amérique du Sud. Un passage pour l'eau froide s'est ouvert autour de l'Antarctique. Avec le temps, cela a aidé à isoler le continent des courants océaniques chauds. De grandes glaces ont commencé à se former en Antarctique. L'Himalaya continue de s'élever à cause de la collision des plaques indiennes et eurasiennes. Alors que la pluie érode et décompose les nouvelles roches, des réactions chimiques se produisent et aident à éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Pendant des millions d'années, de nombreuses régions du monde sont devenues plus froides et sèches. Ce sera un grand défi pour les dinosaures habitués à un climat plus chaud. Mais cela ne signifie pas qu'ils vont tous mourir immédiatement. Des dinosaures vivaient déjà dans des régions froides et à haute latitude avant l'impact de l'astéroïde. On a trouvé des fossiles de dinosaures dans des endroits qui restaient longtemps dans l'obscurité pendant l'hiver. Il est possible que certains aient eu une épaisse fourrure ou un revêtement semblable à des plumes pour rester au chaud. D'autres pouvaient démigrer lorsque les saisons changeaient. Certaines espèces pouvaient aussi ralentir leur mouvement par temps froid. Si leur évolution avait continué, il est probable que de nouveaux dinosaures mieux adaptés au climat froid et sec seraient apparus. Mais nous ne pouvons pas dessiner avec une précision absolue ce à quoi ils auraient ressemblé. Par exemple, il est possible qu'il y ait eu de petits dinosaures à plumes excellents pour grimper aux arbres. Ils pourraient manger des fruits, des graines, des insectes et de petits animaux. Il existait déjà de petits théropodes avec un corps léger, de longs bras, une vue perçante et des plumes. Mais ce n'est qu'une hypothèse s'ils ressembleraient à des singes ou s'ils auraient des mains semblables à celles des primates. L'évolution ne suit pas une seule direction planifiée. Cela dépend de leur alimentation, par exemple. Les ennemis, maladies et opportunités sont aussi importants. Les plantes joueraient aussi un rôle majeur. Les plantes à fleurs s'étaient déjà répandues avant la chute de l'astéroïde. Beaucoup d'entre elles utilisent des fleurs pour attirer les pollinisateurs et des fruits pour disperser leurs graines.
Quand un animal mange le fruit, il peut emporter la graine loin de la plante d'origine. Ensuite, une nouvelle plante peut pousser ailleurs. Des preuves montrent que l'herbe existait déjà à l'époque des dinosaures, des traces ayant été trouvées dans leurs excréments fossilisés. Mais les vastes prairies que nous voyons aujourd'hui ne se sont répandues que plus tard. Si les dinosaures étaient encore en vie, ils auraient dû s'adapter au changement de leur alimentation. Les espèces qui ne sont habituées qu'à un seul type de plante pourraient disparaître. Celles qui peuvent manger différents types de plantes auraient un peu plus de chances de survivre. Il pourrait apparaître un nouveau type d'hadrosaure avec des dents plus solides. Il est aussi possible qu'il y en ait de plus petits et plus résistants. Lorsque les dinosaures à cornes rapides capables de courir dans les prairies ouvertes apparaissent, les prédateurs doivent alors suivre leur proie. Quand l'herbivore devient plus rapide, le chasseur doit aussi devenir plus rapide. Quand la proie devient plus petite, certains prédateurs peuvent aussi devenir plus petits. Cela ne veut pas dire que tout va devenir de plus en plus grand. Parfois, un corps plus petit est plus avantageux. Il faut moins de nourriture, il est plus facile de se cacher et la reproduction est plus rapide. Lorsqu'il s'agit, il y a environ 56 millions d'années, ils vont faire face à un autre grand changement. On appelle cela le maximum thermique du Paléocène-Éocène. En un court laps de temps selon l'échelle géologique, beaucoup de carbone est entré dans l'atmosphère et les océans. La température moyenne de la Terre a augmenté de plusieurs degrés. Dans la véritable histoire, les forêts, les mers et les habitats de nombreux animaux ont changé. Certaines espèces ont migré, d'autres ont rétréci ou ont disparu. Si les dinosaures nonaviens étaient encore là, ils auraient aussi fait face au même problème. Certaines régions tropicales auraient pu devenir trop chaudes pour les grands animaux. Ils auraient dû migrer vers le nord ou le sud, chercher de l'eau ou être actifs pendant les heures les plus fraîches de la journée. On n'est pas non plus certain qu'ils supportaient mieux la chaleur que les mammifères. Les grands corps chauffent lentement, mais refroidissent aussi lentement. Quand il fait trop chaud autour, un animal géant peut avoir du mal à évacuer la chaleur de son corps. Les petits dinosaures à plumes, quant à eux, pouvaient utiliser leurs plumes comme protection contre le froid. Mais sous une chaleur extrême, ils devaient aussi trouver un moyen de ne pas surchauffer. Cela signifie que certains dinosaures pouvaient survivre, mais d'autres disparaissaient en non. C'est ainsi que fonctionne l'évolution. Cela ne sauve pas tout le groupe. Ceux qui survivent sont les espèces qui possèdent des caractéristiques adaptées au nouvel environnement. Dans l'océan, il est plus difficile de prédire ce qui va se passer. Si les mosasaures et les plésiosaures avaient survécu à l'astéroïde, ils auraient pu continuer à exister comme de grands prédateurs marins. Les mosasaures ne sont pas des dinosaures marins. Ce sont de grands lézards marins, proches du groupe des serpents et des varans. Certains dépassaient 10 mètres de long et chassaient tôt des poissons, des tortues, des ammonites et d'autres reptiles marins. Le plésiosaure, quant à lui, avait un corps large et 4 grandes nageoires. Certaines espèces avaient un cou très long, tandis que d'autres avaient une tête plus grosse et un cou plus court. Mais il n'est pas certain qu'ils restent les rois des mers. La température de la mer, le niveau de l'eau, les courants océaniques et la quantité de nourriture changeront également. Si leurs proies disparaissent, ils peuvent aussi disparaître même sans astéroïdes. S'ils avaient perduré, les baleines, les dauphins et les phoques n'auraient peut-être pas eu la même chance de grandir et de se multiplier. Peut-être que leurs ancêtres mammifères seraient restés petits et proches des côtes, parce que les reptiles marins occupèrent déjà les meilleures places dans l'océan. Dans les airs, les ptérosaures auraient dû rivaliser avec la croissance continue des oiseaux. Et pour être clair, les oiseaux et les ptérosaures volaient tous les deux. Mais ils n'appartiennent pas au même groupe. Les oiseaux sont les véritables dinosaures vivants. Les ptérosaures sont un type de reptile distinct. Les petits oiseaux pouvaient être meilleurs pour tourner rapidement dans la forêt. Les grands ptérosaures, quant à eux, pouvaient rester excellents pour voler au-dessus de la mer et des espaces ouverts. Avec le temps, ils allaient se partager le ciel. Mais la question la plus importante n'est pas de savoir ce qui arrivera aux dinosaures géants. La question est de savoir s'il restera encore de la place pour les mammifères. Car alors que la planète continue de changer, il existe un petit groupe de mammifères qui peut encore grimper aux arbres, s'accrocher aux branches et avoir une meilleure vue. De ce groupe, les primates pourraient émerger. Mais dans un monde encore rempli de dinosaures, rien ne garantit qu'ils deviendront grands, puissants ou intelligents comme les humains. Il est possible qu'ils restent simplement de petites créatures cachées dans les arbres, tandis qu'en bas, les véritables rois de la planète continuent de marcher. Quoi qu'il en soit, à mesure que la Terre se refroidit, l'apparence de la planète change aussi peu à peu.
Il y a environ 34 millions d'années, de grandes calottes glaciaires ont commencé à se former en Antarctique. La température mondiale a baissé et de nombreuses forêts ont diminué. Dans certains endroits, les forêts denses ont été remplacées par des plaines et des prairies plus ouvertes. Si les dinosaures vivaient encore, ils auraient aussi dû s'adapter. Dans la forêt, il est facile de se cacher parmi arbres et végétation. Mais dans les plaines ouvertes, un grand animal serait visible de loin. Ainsi, la vitesse, une vue perçante et la vie en groupe deviendraient importantes. Il est possible que certains herbivores deviennent plus légers et plus rapides. D'autres pourraient se regrouper en grands troupeaux pour repérer plus facilement les prédateurs. C'est également ce qui est arrivé à de nombreux mammifères dans l'histoire. Avec l'expansion des plaines ouvertes, le nombre d'animaux rapides, tels que les anciens chevaux et les antilopes, a augmenté. Mais dans ce monde alternatif, ce sont les dinosaures qui subissent la même pression. Cela ne veut pas dire qu'ils deviendront exactement comme des chevaux, des cerfs ou des vaches. Mais ils pourraient développer des caractéristiques similaires parce qu'ils doivent faire face aux mêmes problèmes. Si tu dois t'échapper d'un prédateur dans une vaste plaine, il est utile d'avoir de longues pattes et un corps léger. Si tu dois surveiller dans plusieurs directions, il est utile d'être dans un grand groupe. Et si tu dois chasser une proie rapide, tu dois aussi être rapide. L'un des plus grands changements auxquels ils seront confrontés est l'expansion des prairies. Il y avait déjà de l'herbe à l'époque des dinosaures, mais les prairies se sont beaucoup étendues au cours des périodes suivantes de l'ère cénozoïque. Le refroidissement, l'assèchement du climat et la variation du dioxyde de carbone ont réduit les forêts et accru les habitats ouverts. Les prairies ne se sont pas développées partout en même temps, leur expansion variant selon les régions. L'herbe peut sembler être une plante simple, mais elle est très difficile à combattre, contrairement à de nombreuses autres plantes qui poussent à partir de l'extrémité. L'herbe pousse à partir de la base. Ainsi, même si sa partie supérieure est mangée, piétinée ou coupée, elle peut repousser. Avec un microscope, on peut aussi voir de minuscules particules dans de nombreuses herbes, appelées phytolithes. Elles sont faites de silice et augmentent la rugosité de la plante. Quand un animal mange de l'herbe tous les jours, ses dents s'usent rapidement, c'est comme mâcher sans cesse un matériau rugueux. Dans l'histoire réelle, de nombreux mammifères brouteurs ont développé des dents hautes et solides. D'autres remplacent ou font pousser continuellement une partie de leurs dents. Certains dinosaures avaient déjà bien commencé dans cette voie. Les hadrosaures possédaient déjà une batterie dentaire. Des centaines de dents étaient serrées les unes contre les autres dans la mâchoire et de nouvelles dents remplaçaient celles qui étaient intusées. Ainsi, si leur évolution avait continué, ils auraient pu devenir très efficaces pour manger de l'herbe et d'autres plantes dures. Les parents du Triceratops auraient aussi pu évoluer différemment. Il est possible que leur tête soit devenue plus basse pour faciliter le broutage au sol. Leur bec aurait aussi pu s'élargir afin de couper plus d'herbe à chaque bouchée. Leur collerette aurait pu rétrécir si elle n'était plus aussi nécessaire. Ou bien elle aurait pu rester pour la parade, la défense ou la reconnaissance entre dinosaures. Mais l'apparence exacte de ces animaux reste hypothétique. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il y aurait eu un Triceratops mangeur d'herbe. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y aurait eu une forte pression pour que le corps et les dents de tout herbivore vivant dans les prairies évoluent. En même temps que les proies évoluent, les prédateurs changent aussi. Le grand T-Rex est efficace en tant que chasseur massif et très puissant. Mais dans les vastes plaines, il est facile de repérer un prédateur aussi grand qu'une maison. La proie peut s'échapper avant même qu'il ne s'approche. Si leur lignée avait continué, certains tyrannosaures auraient pu devenir plus petits, plus légers et plus rapides. Il est possible que leurs jambes se soient allongées et que la partie trop lourde de leur tête soit devenue plus petite. Mais il n'y a aucune preuve qui affirme avec certitude qu'ils seraient devenus des chasseurs en meute. Il existe certains sites fossiles qui montrent que quelques tyrannosaures se sont peut-être rassemblés, mais ce n'est pas suffisant pour prouver qu'ils chassaient de manière organisée comme des loups. Il se peut qu'ils se soient simplement rassemblés autour d'une même source de nourriture, qu'ils soient tapassés par le même endroit ou qu'ils soient morts en même temps. Donc la chasse en groupe est possible, mais ce n'est pas certain que cela se produirait. C'est pareil pour les dromaeosaures, le groupe de prédateurs à plumes, souvent appelés raptors. Ils n'étaient pas exactement comme ceux montrés dans Jurassic Park. Beaucoup d'entre eux étaient des plus petits, avaient des plumes, et on ne sait pas à quel point leur chasse était organisée. Il est possible que certains chassaient en seuls. D'autres pouvaient se regrouper temporairement lorsqu'il y avait beaucoup de nourriture.
Dans les plaines ouvertes, il se peut que des espèces capables de poursuivre longtemps leur proie aient évolué. Mais on ne peut pas dire avec certitude qu'ils utiliseraient une stratégie semblable à celle du chien sauvage africain. Il est encore plus difficile de prédire l'intelligence des dinosaures. Certains petits théropodes avaient une grande cavité cérébrale par rapport à la taille de leur corps. Autrefois, certains d'entre eux étaient appelés troodontidés, mais les scientifiques continuent d'étudier et de modifier leur classification. Une grande cavité cérébrale ne signifie pas automatiquement qu'ils seraient aussi intelligents que les humains. La forme du crâne fossile ne permet pas de savoir s'ils pouvaient tromper, causer de la douleur, planifier des attaques ou utiliser divers outils. En 1982, le paléontologue Dale Russell a créé un modèle appelé le dinosauroïde. C'est une créature hypothétique qui aurait pu se développer si l'évolution d'un ptéropode intelligent avait continué. Il s'agit d'un être bipède avec des caractéristiques reptiliennes. Mais de nombreux scientifiques l'ont critiqué parce qu'ils supposent que l'intelligence élevée doit forcément mener à une forme corporelle semblable à celle de l'homme. Ce n'est pas correct. Le corbeau et le perroquet sont intelligents, mais ils gardent toujours une apparence d'oiseau. La pieuvre peut utiliser des objets et résoudre des problèmes simples même si elle n'a pas d'eau, et que son corps est très différent de celui de l'homme. Donc même s'il y avait eu un dinosaure plus intelligent, il aurait probablement gardé une forme de dinosaure. Il aurait peut-être encore une queue, des plumes, 2 jambes et des mains capables de saisir. Mais on ne sait pas s'il aurait pu créer des outils, un langage, des villes ou une technologie avancée. Il n'est pas non plus certain que l'évolution aboutisse à un être comme nous. L'intelligence humaine s'est développée grâce à une très longue série de changements. Cela inclut la vie des primates dans les arbres, l'utilisation des mains pour saisir, la marche sur 2 jambes, la coopération en groupe, le soin apporté aux petits, l'utilisation d'outils et l'apprentissage continu auprès des autres. Si l'on modifie ne serait-ce qu'un seul élément majeur de cette histoire, il se pourrait que le résultat soit différent. Et dans un monde encore contrôlé par les grands dinosaures, il se pourrait que les mammifères ne trouvent pas l'espace nécessaire pour grandir et se répandre. Ils pourraient encore survivre la nuit, dans les arbres, dans les terriers et dans des endroits inaccessibles aux grands dinosaures. Il est aussi possible qu'il existe un mammifère habile à saisir les branches et doté d'yeux orientés vers l'avant, mais cela ne signifie pas que l'apparition de l'homme soit assurée. Il y a environ 2,5 millions d'années, des changements climatiques plus extrêmes entre périodes froides et chaudes ont commencé dans les hémisphères nord. Les grands glaciers se sont souvent étendus puis rétrécis. Le niveau de la mer, les rivières, les forêts et les habitats animaux évoluaient. Dans le monde réel, des animaux capables de survivre au froid sont apparus, comme le mammouth laineux, le rhinocéros laineux et d'autres animaux à fourrure épaisse. Si les dinosaures étaient encore vivants, il serait également possible d'avoir des espèces capables de survivre. Dans la neige et les plaines froides, il y a de bonnes raisons de le penser. On a découvert un fossile de dinosaure dans la formation de Prince Creek en Alaska. Les dinosaures vivaient là-bas, à une latitude élevée où l'obscurité durait longtemps en hiver et où le climat était plus froid que dans de nombreuses régions du monde du Crétacé. Des preuves montrent la présence de jeunes dinosaures sur place, suggérant qu'ils y vivaient et se reproduisaient toute l'année dans la région arctique. Cela ne veut pas dire qu'ils vivaient dans le même froid que l'Alaska moderne. Le monde était plus chaud à cette époque. Mais cela montre que tous les dinosaures n'étaient pas limités au climat tropical. Beaucoup de théropodes avaient aussi des plumes. Les plumes pouvaient en servir d'isolant contre le froid, comme chez les oiseaux d'aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait eu des prédateurs au plumage épais chassant dans la toundra froide. Il est plus difficile de savoir si les grands cératopsiens avaient aussi un revêtement ressemblant à des plumes. Il existe quelques preuves de structures ressemblant à des soies chez leurs parents éloignés. Mais cela ne suffit pas pour affirmer avec certitude qu'un futur tricératops serait couvert de plumes. Il pourrait avoir une peau épaisse, de la graisse, une surface corporelle plus petite ou d'autres moyens pour ne pas perdre de chaleur. Dans ce présent alternatif, la carte de la Terre nous est toujours familière. L'Afrique, l'Asie, l'Australie et les Amériques sont toujours là. L'Himalaya, le fleuve Amazone, le Sahara et l'océan Pacifique sont toujours là. Mais les animaux sont très différents. En Afrique, il est possible que des dinosaures à cornes broutent dans les vastes prairies. À la périphérie du troupeau, un théropode à plumes pourrait attendre une proie faible ou jeune. En Amérique du Sud, il pourrait y avoir des lignées de dinosaures qu'on ne trouve sur aucun autre continent, car la région est séparée depuis longtemps. En Australie, il pourrait exister des espèces aussi étranges que le kangourou et l'ornithorynque dans notre monde.
Dans le ciel, il est possible que les oiseaux et les ptérosaures volent encore ensemble. Les petits oiseaux pourraient être mieux adaptés aux forêts, tandis que les grands ptérosaures domineraient les terres ouvertes, les côtes et les océans. La mer pourrait aussi abriter des descendants de mosasaures et de plésiosaures. Mais il n'est pas correct de dire qu'il y aurait sûrement un mosasaure aussi grand qu'une baleine bleue ou un plésiosaure mangeur de krill. Nous n'avons aucune preuve directe qui pourrait indiquer quelle direction prendrait leur évolution pendant 66 millions d'années. Certains auraient pu devenir plus grands. Ils auraient pu rétrécir, ou tout le groupe aurait aussi pu disparaître suite à des changements de nourriture, climat, maladie ou concurrence. Un monde sans humains ne serait pas forcément plus silencieux ou sûr, il resterait des volcans, incendies, séismes, sécheresses, maladies et extinctions naturelles. Les animaux continueraient à se battre pour la nourriture et l'habitat, mais il n'y aurait pas de villes, d'autoroutes, d'usines, d'avions ni de grands navires traversant les océans. Il n'y aurait pas non plus de combustion massive de charbon, pétrole ou gaz, ce que l'homme moderne a fait. Ainsi, le changement climatique d'origine humaine ne se produirait pas comme aujourd'hui. Il n'y aurait pas non plus de chasse, de pollution, de déforestation, ni d'introduction d'espèces invasives qui ont causé la disparition de nombreux animaux dans le monde réel. Mais on ne peut pas non plus affirmer que la biodiversité de cette terre alternative serait plus élevée. Durant des millions d'années, d'autres catastrophes naturelles et extinctions pourront survenir. Il est certain que la trajectoire suivie serait alors très différente. Et c'est là que ressort le point le plus important. L'apparition de l'homme n'est pas prédestinée. Nous ne sommes pas la fin automatique de l'évolution. Nous sommes apparus à cause d'une succession d'événements qui se sont produits de la bonne manière. L'un des plus importants a été la disparition des dinosaures non aviens. Lorsque de nombreux écosystèmes se sont retrouvés vacants, les mammifères se sont rapidement multipliés et diversifiés. Au fil du temps, les primates sont apparus. Ensuite sont venus les grands singes, les premiers ancêtres humains. Et finalement Homo sapiens. Si l'extinction de masse n'avait pas eu lieu, nous serions peut-être restés de petits mammifères cachés dans les arbres, ou peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'espèces comme la nôtre. Ainsi, l'astéroïde n'a pas seulement mis fin à l'ère des dinosaures. Par inadvertance, il a aussi ouvert la voie à notre apparition. Mais cela ne veut pas dire que les dinosaures ont échoué parce qu'ils ne sont pas devenus des humains. Ils ont régné sur la Terre pendant plus de 160 millions d'années. Ils se sont adaptés aux forêts, aux déserts, aux rivières, aux côtes et aux régions froides. Et ils n'ont pas complètement disparu non plus. Les oiseaux que nous voyons aujourd'hui font partie de leur lignée vivante. À chaque envol d'un aigle, à chaque course d'une autruche et à chaque caquettement d'une poule, il reste une part du monde autrefois dominée par les dinosaures. Si l'astéroïde avait raté sa cible, nous ne serions peut-être pas ici pour imaginer ce monde alternatif. Il n'y aurait aucun humain pour regarder les fossiles, aucun scientifique pour étudier leurs os, et aucun narrateur pour se demander ce qui aurait pu se passer. La vie continuerait simplement, sans ville, sans humains et sans personne pour savoir qu'un jour, toute l'histoire de la Terre a failli changer.